Il suffit de prononcer le mot chevalier pour que notre esprit soit envahi d'images de preux soldats affrontant de vaillants ennemis au péril de leur vie. Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps pour visualiser des combats épiques, des boucliers fracassés, des lances tendues, des quêtes merveilleuses ou de longues chevauchées dans des forêts obscures et mystérieuses, remplies de géants et de bêtes féroces. Le chevalier, et surtout le chevalier errant, est un petit mythe littéraire qu'on a tous en tête et qui exerce encore aujourd'hui sur nous une influence considérable. Cette influence est d'ailleurs très ancienne dans notre culture occidentale, puisque si on remonte près de 800 ans avant notre époque, eh bien on se passionnait déjà pour des récits de chevalerie. Mais vous l'aurez sûrement remarqué, nos sociétés modernes sont remplies d'images de chevaliers. Ils sont souvent nobles, grands, représentant des idéaux, ou parfois plus ridicules et parodiés par certains créateurs. Dans tous les cas, on les retrouve très souvent, et ils disent sûrement quelque chose de nous. De la même manière, vous aurez remarqué que nous nous passionnons aussi pour de nombreuses images d'aventuriers et de personnages errants, comme si nos sociétés urbaines ressentaient un grand besoin d'aventure et de dépaysement. Pour toutes ces raisons, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un personnage au croisement de ces deux passions, le chevalier errant, ce petit mythe littéraire créé dès le XIIe siècle et qui plusieurs siècles plus tard continue encore à nous parler. Qui sont les chevaliers errants? Quel est le sens de leur quête et pourquoi errent-ils? Ces questions vont nous suivre tout au long de cet épisode où nous verrons la naissance du mythe du preux chevalier errant qui décide de partir à l'aventure pour vivre des expériences extraordinaires. Un chevalier errant, c'est tout d'abord un personnage qui, comme l'expression l'indique, erre, c'est-à-dire dans son sens premier, un personnage en mouvement. Ce qu'il définit donc, c'est le voyage, l'aventure, puis ensuite le voyage sans but précis. Or, l'errance est un des thèmes les plus anciens et les plus prolifiques de toute la littérature, comme si un personnage ou un héros ne pouvait se définir que par ce mouvement qui le pousse à sortir de chez lui. Le chevalier errant s'inscrit directement dans toute cette tradition, puisque l'errance est le principe même de son aventure. Il est impossible de ne pas rappeler que la première grande œuvre de la culture occidentale présente déjà un personnage errant. Il s'agit bien sûr d'Ulysse dans l'Odyssée, qui met de très nombreuses années avant de pouvoir rentrer chez lui, à Ithaque. De manière plus large, les contes et les légendes reposent presque toujours sur l'errance des personnages qui, au fil des épreuves, se découvrent, se transforment et accomplissent des quêtes qui les modifient en profondeur. C'est alors qu'à la fin du XIIe siècle, un nouveau personnage errant fait son apparition, le chevalier errant. Cette invention, on la doit à plusieurs auteurs, mais celui qui a eu un rôle décisif se nomme Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle. Dès 1170, et à travers plusieurs romans, Chrétien de Troyes diffuse dans ses textes une nouvelle manière de raconter un voyage que vit un chevalier qui est contraint de sortir de château pour défendre son honneur, sauver des gens dans le besoin, ou partir en quête d'un objet magique. Mais avant de traiter de l'errance du chevalier en elle-même, il est important de définir ce qu'est un chevalier, ce personnage singulier qui va devenir porteur de quêtes si importantes. À l'origine, le chevalier renvoie principalement à un soldat, et surtout à un soldat d'élite, dont la profession est de combattre au service d'un roi, d'un seigneur ou d'un maître. Le chevalier possède alors des caractéristiques qui le distinguent des autres soldats, comme le fait de combattre à cheval, ou d'utiliser son arme de prédilection, la lance, même si le chevalier sait aussi être maître dans l'art de l'épée si nécessaire. Si on décrit le chevalier de cette manière-là, qu'est-ce qu'il distingue alors des autres soldats, et par exemple des cavaliers qui combattent eux aussi à cheval? En fait, c'est surtout le fait qu'ils doivent respecter un certain nombre de droits et de devoirs très rigoureux qui font qu'ils ne sont pas simplement des soldats, mais qui font partie d'un véritable ordre solidaire. Ce code de chevalier se forme progressivement entre le XIe et le XVe siècle, et la littérature chevaleresque en fait un de ses thèmes préférés. Jean Flory, un des spécialistes français sur la question, rappelle que ce code de déontologie a plus ou moins 3 piliers. Le devoir de prouesse, c'est-à-dire être courageux, fort, et essayer d'acquérir de l'honneur par des actions guerrières. Le devoir de largesse, c'est-à-dire donner aux autres en grande quantité, sans rien attendre en retour. Et enfin le devoir de courtoisie, c'est-à-dire respecter des règles de savoir-vivre à la cour, et surtout auprès des grandes dames. Ce devoir implique par exemple de ne pas être orgueilleux, de ne pas céder à l'envie, ou de ne pas mentir. Toutes ces qualités se regroupent autour de la valeur chevaleresque par excellence, l'honneur, qui est souvent le thème autour duquel gravitent toutes les histoires de chevaliers. D'ailleurs, l'honneur devient souvent le moteur de l'action elle-même, et le moteur de l'errance des chevaliers en général. Mais ce qui est intéressant avec l'honneur, en fait, c'est que c'est quelque chose qui se conserve difficilement, et qu'il faut sans cesse en faire la preuve. En d'autres termes, pour un chevalier, l'honneur n'est jamais acquis définitivement, et il doit sans cesse faire de nouveaux exploits pour montrer qu'il est digne d'être chevalier. Un des exemples précis de l'honneur comme moteur de l'action se trouve dans le premier roman de Chrétien de Troyes, Érec et Énide. Le chevalier Érec réussit tout d'abord des exploits, ce qui lui permet de conquérir le cœur de la belle Énide, puis de se marier avec elle.
Sauf qu'une fois le mariage passé, Érec abuse de ce bonheur en restant enfermé dans un château à la cour du roi Arthur. Il est accusé de recréantise, c'est-à-dire de ne plus remplir ses devoirs de chevalier. Il est alors contraint de s'élancer à nouveau sur les routes pour montrer sa valeur et regagner son honneur. Mais l'honneur du chevalier ne repose pas que sur ses actions guerrières, il est aussi un homme de parole, et il se doit de donner sa parole, et bien sûr de la respecter. De manière générale, le chevalier se doit d'être irréprochable, et la littérature va s'amuser en montrant des cas de chevaliers qui ne respectent pas telle ou telle règle. Par bien des aspects, le chevalier représente les grands idéaux de l'époque médiévale, et surtout les rêves de cette époque. Il n'est pas pourtant une image fidèle de la chevalerie à l'époque, puisque de nombreux chevaliers dans l'histoire sont connus pour leur brutalité et leur cruauté. Le chevalier errant est donc idéalisé, et il reflète surtout les aspirations des personnes à qui étaient destinés ces romans, à savoir principalement des nobles et les cours royales, pour qui ces valeurs étaient justement les plus importantes. Cette dimension aristocratique ressurgit sur tous les romans, et on se rend compte finalement qu'il y a très peu de chevaliers qui viennent des classes les plus basses de la société. C'est même plutôt le contraire puisque le chevalier est en général un jeune homme, et un jeune homme noble de lignage royal, et donc pas le dernier des paysans. Il suffit de regarder par exemple la généalogie des chevaliers de la Table Ronde, ces nobles chevaliers regroupés autour du roi Arthur. Le chevalier Érec, celui qui est accusé de recréantise, est le fils du roi Lac. Le chevalier Yvain, un des plus grands, est le fils du roi Urien. Enfin Gauvin, un des plus nobles, est le neveu du roi Arthur lui-même. Tous ces éléments contribuent à faire de la chevalerie un ordre à part entière, un ordre composé de soldats d'élite réunis autour de valeurs communes qui les unifient. Les historiens expliquent d'ailleurs comment la chevalerie, au fil des 11e, 12e et 13e siècles, devient peu à peu un titre honorifique. En d'autres termes, les chevaliers étaient à l'origine les membres d'une profession, or cette profession est devenue peu à peu un titre de noblesse, et ce titre est devenu quelque chose d'extrêmement spirituel. Et c'est précisément à ce moment-là que la littérature chevaleresque se développe. L'évolution de la chevalerie est très visible dans cette scène si symbolique qu'est l'adoubement, un des piliers de la chevalerie. Pour être chevalier, il faut avoir été adoubé, c'est-à-dire intronisé à l'intérieur de l'ordre. Le jeune homme doit tout d'abord être reconnu comme assez noble et assez vaillant pour être accepté. Il doit ensuite accomplir une veillée d'armes dans une chapelle où il prête serment et se prépare intérieurement à dédier sa vie à la chevalerie. Puis il est adoubé dans cette scène si connue qui s'appelle la collée, où l'on dépose l'épée alternativement sur le corps du futur chevalier. Enfin, le chevalier fraîchement adoubé enfile ses armes et fait maintenant partie de l'ordre. Un roman espagnol qui date de 1545, Cristalian de España, nous présente de cette manière l'adoubement de Don Sarcelio qui connaît la veillée d'armes, l'adoubement et ensuite tout le reste. Une fois cette étape passée, sa quête peut enfin débuter. L'adoubement est donc une étape cruciale puisqu'il permet de rendre le chevalier légitime, et sans cet adoubement, ses actions n'auraient juste aucune valeur. Si vous ajoutez à cela toutes les règles qu'on a pu dire avant, vous avez là les éléments principaux de la chevalerie errante, qui est un don total du chevalier à des causes supérieures, et notamment à des valeurs morales. Vous vous en doutez, ces éléments contribuent à élever grandement le rôle de la chevalerie, et le chevalier, dans le contexte grandissant de l'Église, devient vite le soldat de Dieu et de la foi chrétienne. Mais il est important de rappeler qu'il y a eu deux étapes. Au début, la chevalerie était une confrérie profane entre plusieurs soldats d'élite. Or, cette confrérie devient un ordre et se christianise progressivement, et la littérature en garde la trace. Chez Chrétien de Troyes, les références à l'église sont plutôt absentes, et le rôle du chevalier n'est pas purement chrétien. Mais les romans, après Chrétien de Troyes, au XIIIe siècle, insisteront davantage sur ce rôle chrétien, ce dont témoigne le personnage de Galahad, un chevalier qui deviendra l'image même du Christ. En 1521, le lien sera évident dans le roman L'Epolemo d'un auteur qui s'appelle Alonso de Salazar, où le chevalier L'Epolemo, fils de l'empereur d'Allemagne, a pour surnom El Caballero de la Cruz, le chevalier à la croix. On ne dit pas plus simplement le rôle chrétien du chevalier. On a donc rappelé les droits et les devoirs du chevalier, et on a montré comment son rôle est peu à peu devenu chrétien, mais à ce tableau il manque un détail, un léger petit détail, et c'est peut-être le plus important de tous. Le chevalier errant est un amoureux, et pour lui tout gravite autour d'un personnage, sa dame. Que pourrait bien faire un chevalier sans sa dame? En réalité, bien peu de choses. La dame est un des moteurs principaux de toute errance chevaleresque, et tout chevalier se doit de dédier ses prouesses à une dame qu'il essaye d'honorer et de servir. On doit encore à Chrétien de Troyes le fait d'avoir mêlé intimement le rôle du chevalier et le rôle de la dame. D'ailleurs, à propos de la dame, son rôle dans les romans est d'une grande variété et d'une grande complexité, et par bien des aspects, elle exerce sur le chevalier en lui-même et sur sa quête une influence assez subtile. La dame dans les romans de cette époque est finalement assez éloignée de l'image caricaturée qu'en a fait Disney en montrant des princesses attendant dans des donjons d'être sauvées. Dans ses livres, la dame a un rôle plus complexe. Elle ne peut qu'être tout d'abord noble, grande, avec de grandes qualités, et surtout elle doit être autonome. Bien souvent, l'association entre une dame et un chevalier se produit au fil des quêtes, et le chevalier décide de lui dédier ses victoires. Une des scènes typiques, c'est celle du chevalier envoyant à sa dame le chevalier qu'il vient de vaincre pour qu'il se présente à elle.
Ma gente dame, voulez-vous de moi pour champion? Dites-moi d'abord qui vous êtes, Seigneur. Votre champion, si vous acceptez. Et pourquoi ce zèle pour ma cause? Madame, j'ai déjà vu des merveilles dans mon existence, mais aucune ne me semble vous égaler. Sachez que c'est rigide. Soyez donc mon champion, Seigneur. En fait, entre la dame et le chevalier s'installe une relation réciproque et complémentaire. Pour acquérir de l'honneur, le chevalier a besoin d'une dame très noble et il lui est entièrement dépendant. A l'inverse, la dame a elle aussi besoin d'un chevalier pour protéger son honneur et aussi l'accroître. Pour bien comprendre le rapport entre le chevalier et sa dame, en fait il faut se représenter un principe de vassalité, c'est-à-dire que le chevalier dépend d'une dame qui, elle, en retour lui offre des privilèges, comme par exemple l'honneur. De même qu'un chevalier est au service d'un seigneur, et qu'il honore ce seigneur par ses actions, et bien de la même manière, il est au service d'une dame. Mais l'amour entre le chevalier et sa dame repose sur un jeu subtil qui se rapproche du grand thème amoureux médiéval, la fine amour. Un amour fondé sur le fait de retarder au maximum l'accomplissement du désir. C'est un jeu fondé sur une tension, la tension entre le désir de posséder la personne et le moment où on obtient cette personne. L'amour pour le chevalier est donc une épreuve, et sa quête se transforme vite en quête amoureuse, sauf que s'il n'en est pas digne, il peut très facilement tomber en disgrâce. Un des romans qui exprime le mieux le rapport du chevalier à la dame, c'est le très célèbre livre de Garcia Rodriguez de Montalvo, Amadis de Gaule, en 1508, ce livre qui justement inspire Don Quichotte pour ses aventures. Ce livre montre bien combien l'amour pour un chevalier est semé d'obstacles. Amadis est le fils du roi de Galles. Abandonné à sa naissance, il est recueilli, puis il grandit en Écosse. Il finit finalement à la cour du roi d'Écosse, et au cours d'une visite du roi du Danemark, Amadis tombe amoureux de la fille de ce roi, Oriane. Elle accepte finalement qu'il devienne son chevalier, et Amadis part alors en quête d'aventure pour mériter les honneurs de sa dame. Après avoir accompli des exploits, il fait la rencontre d'une autre dame, Briolani. Mais Oriane l'apprend, elle devient jalouse et rejette Amadis. Il commence alors une longue pénitence à l'ermitage de la Roche-Pauvre, décide apparemment de devenir émo en se faisant appeler le Beau Ténébreux, il abandonne les armes et cesse d'être chevalier. Ce n'est qu'après le pardon d'Oriane qu'Amadis reprend les armes et redevient chevalier errant. Cet exemple montre bien comment la dame exerce un rôle important sur le chevalier et que finalement elle dispose d'un pouvoir important, et c'est tout simplement le dédain. Contrairement à ce qu'on croit, les dames dans ces romans ne sont pas des princesses en détresse qui attendent dans un château d'être sauvées par un prince charmant, et en fait c'est un type d'histoire qu'on rencontre assez peu. Il existe une très grande variété du rôle des dames dans les romans. Parfois elles semblent bien en détresse, parfois elles sont maîtres de l'action en sauvant le chevalier ou en créant des pièges. Mais finalement, en accordant une place si importante à l'amour, ces romans se sont attirés les foudres de l'Église, qui avait tendance à critiquer l'amour, et surtout à critiquer la femme comme un objet de perversion, une chose qu'on retrouve assez peu dans la chevalerie. En outre, plusieurs histoires, comme celle de Tristan et Iseux, mettent en scène l'adultère. L'adultère le plus célèbre est sûrement celui de Guenièvre, la femme du roi Arthur, avec le chevalier Lancelot. Pour toutes ces raisons, le chevalier errant n'est jamais vraiment seul dans sa quête, la dame est toujours présente. Elle est souvent l'origine de l'aventure, son but et la condition pour que les périples soient possibles. Or, comme on va le voir, sans aventure, le chevalier errant cesserait tout simplement d'être ce qu'il est. L'essence même du chevalier errant, c'est l'aventure. Rester dans un château et ne rien faire, c'est être indigne d'être chevalier. C'est donc dans l'aventure solitaire, par les péripéties, au gré du hasard, que le chevalier peut devenir plus noble et plus grand. Son errance est donc un voyage initiatique où le chevalier non seulement accomplit des exploits, mais aussi se découvre lui-même et découvre ce qu'il est au fond de lui. La quête du chevalier errant est surtout une quête vers l'inconnu, et son honneur dépend en grande partie de sa capacité d'adaptation aux situations qu'il peut rencontrer en général. Mais finalement, la question du hasard est assez problématique, puisque pour les lecteurs du temps, il existait un vrai répertoire de scènes qui revenaient tout le temps, avec des images assez codées et qui se répétaient au fil des livres. On a pu parler pour la littérature médiévale d'une esthétique de la répétition, c'est-à-dire d'une variation autour de mêmes thèmes. Pour un lecteur du Moyen-Âge, ce n'est pas l'originalité de l'histoire qui compte, mais plutôt sa capacité à faire varier des images connues. C'est ce qui assure finalement au roman de chevalerie une très grande cohérence, avec un réservoir de scènes qui reviennent, mais qui séduisent par leur capacité à apporter des variations ou des changements d'angle. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble un petit tour des scènes et des lieux qui reviennent de manière assez récurrente dans les récits de chevalerie. De cette manière, on aura une image plus précise de ce qu'est un chevalier errant, et en même temps, il s'agit d'un vrai répertoire dans lequel viendront puiser de très nombreux auteurs par la suite pour créer tout un tas de nouveaux récits. On a parlé de l'adoubement et de la dame qui font déjà partie de ces lieux communs, mais il y a aussi tout un ensemble d'attributs comme la lance que le chevalier a dès son départ.
Un de ces éléments aussi, c'est l'épée qui a une très forte symbolique et qui singularise chaque chevalier, comme l'épée du chevalier Roland, Durandal, ou la très célèbre épée du roi Arthur, Excalibur, des objets qui atteignent le statut de relique et d'objet sacré. Une fois que le chevalier est armé, qu'il a sa dame à honorer et qu'il a son cheval, qu'il a tout le nécessaire, il peut enfin partir à l'aventure. Les auteurs s'amusent souvent à mettre en scène le départ du chevalier. Pour accompagner ce début d'aventure, le narrateur fait parfois une description très poétique du lever du soleil par un jour de printemps ou d'été. En 1564, l'auteur Antonio de Torquemada, dans Olivante de Laura, décrit un lever de soleil lors du départ du chevalier, comme si les éléments naturels se mettaient en mouvement autour de cette quête fabuleuse qui débute. Ce départ pour le chevalier correspond le plus souvent à un départ depuis un lieu hospitalier, comme par exemple une demeure ou un château, et pour se diriger vers un lieu hostile et dangereux. En fait, on reconnaît ici le motif de la quête, qui est bien souvent un dialogue entre deux lieux, avec un lieu calme, hospitalier, d'où le chevalier part, et un lieu beaucoup plus périlleux où il se dirige. Pour vous donner un ordre d'idée de ce principe de quête, pensez à un jeu comme Skyrim qui repose sur la même dynamique. La plupart des quêtes disponibles se concentrent dans les grandes villes, qui gravitent autour de seigneurs ou de demeures prestigieuses. Or, la quête le plus souvent se déroule hors de la ville, dans des grottes ou des forêts. Et quand la quête s'achève, le héros revient souvent en ville, et il peut lui arriver au cours de son chemin de tomber sur des aventures imprévues, des personnes à sauver, ou des événements étranges. Ce va-et-vient entre une ville et l'extérieur d'une ville, eh bien on le retrouve vraiment dans les romans de chevalerie. De manière très symbolique, quand le chevalier sort de la ville, il sort de la civilisation elle-même, et il sort surtout de cette zone sur laquelle le roi exerce son autorité, et c'est là que l'aventure commence. Et un lieu symbolise par-dessus tout l'aventure du chevalier errant, c'est la forêt. La forêt est le lieu le plus courant dans tous les romans de chevalerie, et en même temps le plus symbolique. La forêt dans la culture humaine est d'ailleurs un des lieux qui revient toujours au fil de l'histoire. C'est le lieu de l'aventure chevaleresque par excellence. La forêt par principe est l'opposé de la ville et des cours royales. La ville, c'est le pouvoir royal, donc c'est l'ordre. La forêt, au contraire, c'est le monde du désordre, où tout s'entremêle. Marilus Chenry, dans son étude sur le chevalier errant, a étudié en détail ce motif de la forêt, et elle a une expression très parlante. Elle nous dit, je cite, que c'est un monde à l'envers, dont les principales caractéristiques sont la violence, la brutalité, le crime, l'obscurité, et l'absence de justice et de loi. Un exemple typique de cette idée de monde à l'envers, on la trouve dans Érec et Énide, où le chevalier Érec va dans la forêt et tombe sur un chevalier, et ce chevalier ne respecte pas les règles de chevalerie. Or, c'est précisément parce qu'ils sont dans la forêt que ces règles sont en péril, puisque la forêt c'est par essence le lieu du désordre, et donc elle malmène ce qui de près ou de loin ressemble à une règle. La forêt représente le désordre pour plusieurs raisons assez simples. On y trouve des animaux sauvages, c'est-à-dire non domestiqués par l'homme, et c'est cette absence d'empreinte humaine qui fait de la forêt un lieu aussi inquiétant. C'est le lieu où la végétation pousse en toute liberté et sans contrôle. Elle est l'inverse du jardin, cette nature domestiquée par l'homme, où les plants sont bien alignés et dont la production est contrôlée et mesurée. La forêt, elle, c'est la démesure, c'est la racine qui arrache le sol et la terre. Ce sont des végétaux qui s'épaississent, qui poussent pêle-mêle et en désordre. Pour toutes ces raisons, la forêt menace l'homme, car elle lui rappelle qu'il n'exerce pas de pouvoir sur elle, et on retrouve dans les romans de chevalerie le témoignage de cette mentalité du Moyen-Âge, pour qui la forêt était barbare et redoutable. Par conséquent, le fait qu'un chevalier aille dans la forêt pour trouver des aventures, eh bien ça constitue pour lui une véritable épreuve où il doit montrer sa valeur et son courage. En plus, si la forêt c'est le symbole du désordre, on comprend mieux pourquoi le chevalier en vient à incarner la justice avec sa lance, puisqu'en fait, il emmène avec lui des règles, des valeurs morales, dans un lieu qui justement se définit par l'absence de règles. Étant un lieu aussi obscur, la forêt devient alors le lieu par excellence de la magie et du merveilleux. La forêt de Brocéliande est un bon exemple de ce lieu perçu comme terrible, donc source de surnaturel et de magie. C'est d'ailleurs dans cette forêt de Brocéliande que le chevalier Yvain, dans Yvain ou le chevalier au lion, rencontre des animaux spectaculaires, comme le lion, qui deviendra son compagnon, mais c'est aussi dans la forêt de Brocéliande qu'il affronte un chevalier autour d'une fontaine magique qui provoque d'effroyables tempêtes lorsqu'il renverse l'eau qu'elle contient. C'est encore et toujours dans la forêt que la plupart des duels ont lieu, et surtout des duels contre ces êtres récurrents des romans de chevalerie, les géants. Les géants sont un peu l'âme de la forêt. Ils incarnent comme elle la démesure, le désordre, un désordre qui est tout d'abord physique, puisque par principe, ils sont des hommes difformes, démesurément grands, hors de la normalité, mais aussi un désordre qui est moral, puisqu'ils volent, violent et tuent. Le chevalier, incarnation vivante de la norme selon Thomas Pavel, donc de l'ordre et de la justice, accomplit alors un acte hautement symbolique lorsqu'il tue un géant. Tous ces éléments constituent en fait pour le chevalier des étapes sur son chemin, et en fait ce sont des petits rites de passage qui font qu'à mesure qu'il avance dans sa quête, il se transforme et il devient quelqu'un d'autre. Les conséquences de cette errance sont assez variées, mais on peut toutefois les diviser en deux catégories.
La première, c'est que la quête du chevalier est fondamentalement personnelle, individuelle et tournée vers lui-même, mais en même temps, cette quête n'est pas que personnelle, elle garde aussi un lien avec la communauté, et principalement avec les cours royales. On constate en effet que sur un plan personnel, le chevalier se transforme ou se découvre au fil de ses aventures. Un détail non négligeable, c'est que l'errance est le plus souvent volontaire, c'est délibérément que le chevalier part à l'aventure. Le fait de provoquer l'action est à la base de la chevalerie errante, à savoir s'exposer volontairement et avec passion au péril. Et c'est au fil de ces épreuves qu'il fait la rencontre de ce qu'il est. L'histoire la plus parlante est sûrement celle du chevalier Perceval. Dans le conte du Graal, Chrétien de Troyes nous montre l'évolution de ce chevalier qui se découvre par la chevalerie errante. Car au début du texte, Perceval ignore tout de lui, il ignore même son nom. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il veut devenir chevalier et qu'il veut vivre de grandes aventures. C'est alors volontairement qu'il s'élance sur les routes. Il trouve alors un château mystérieux, celui du roi pêcheur, où il assiste à l'étrange cortège du Graal, qui à cette époque est un grand plateau. Ce n'est que bien plus tard, en rencontrant une femme dans la forêt, qui s'avère en fait être sa cousine, que Perceval découvre son nom. De manière très symbolique, la quête de son nom est associée à la quête du Graal en elle-même, preuve que l'identité d'un chevalier est en jeu au cours de sa quête. Finalement, les romans de chevalerie nous disent à merveille cette idée simple et pourtant si efficace que c'est en se mettant à l'épreuve qu'on découvre qui l'on est, et c'est finalement l'essence de toute errance en littérature. Si vous voulez, on peut prendre des exemples. Bilbo aurait-il connu une vie aussi incroyable s'il était resté cloîtré dans son trou de hobbit, et si Gandalf n'était pas venu le tirer de sa vie monotone? Harry aurait-il connu l'amour, l'amitié s'il était resté chez les Dursley? Et Luke Skywalker aurait-il découvert son potentiel Jedi s'il était resté sur Tatooine? Pour les chevaliers errants, il en va de même, ce n'est que dans l'adversité que Perceval, par exemple, peut se découvrir et accéder à un but supérieur, une chose qui est d'ailleurs si bien représentée dans sa quête par le Graal, cet objet qu'on ne peut atteindre que si l'on en est digne. La chevalerie errante est donc en ce sens profondément individuelle, mais en même temps, tous les exploits personnels du chevalier affectent l'ensemble de la communauté. La cour du roi Arthur et l'ensemble de la table ronde gagnent en honneur chaque fois qu'un de ces chevaliers accomplit une aventure. Pour toutes ces raisons, la chevalerie errante est un phénomène complexe, reflétant l'état d'esprit et les rêves de toute une époque. Par les images spectaculaires et puissantes qu'elle propose, cette littérature a marqué toute la culture occidentale, même si cette histoire de la chevalerie errante est loin d'être uniforme, puisque nombreuses sont les personnes à l'avoir critiquée. Aujourd'hui, les histoires de chevaliers nous semblent si naturelles qu'on en oublierait presque qu'elles ont connu des périodes de méfiance et de rejet. Car ce qu'elles sont ou ce qu'elles représentent a toujours divisé entre d'un côté des fervents défenseurs de cet imaginaire et de l'autre des critiques très virulentes. Dès le XIIIe siècle, on trouve déjà des critiques des romans de chevalerie, et elles viennent le plus souvent de l'Église, qui en fait appréciait peu ces histoires un peu trop profanes à leur goût, et en même temps a critiqué les gens qui préféraient écouter ces textes plutôt que d'aller à la messe. On se demande bien pourquoi. Et pourtant, le succès de ces histoires ne s'est jamais démenti. Au XVe et au XVIe siècle, le succès de ces récits est fabuleux, comme le montre le succès d'un roman qui s'appelle Fier à bras, qui en moins de 100 ans, dès 1478, connaît plus de 26 éditions, ce qui est un chiffre astronomique pour l'époque. Avec l'apparition de l'imprimerie, ces livres continuent à avoir du succès, et certains imprimeurs comme Jean Beaufond, à Paris, spécialisent plus d'un tiers de leur production dans ces récits. Le succès est tel qu'on retrouve ces histoires dans les cours des grands, comme sur la table de chevet de l'empereur Charles Quint, dont on sait qu'il était friand de chevalerie errante. Toutefois, au début du XVIIe siècle, un texte va donner un véritable coup de massue au genre, c'est bien sûr Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Le livre est d'ailleurs un tout petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, puisque derrière la critique apparente du roman de chevalerie, on voit par plein de petits détails que Cervantes était vraiment passionné par ce genre de récit. Malgré tout, sa critique a eu une énorme portée, et elle incarne à elle seule ce rejet grandissant pour les récits de chevalerie. À travers le personnage de Don Quichotte qui essaie en vain d'imiter les chevaliers errants des livres, Cervantes parodie point par point les éléments décrits plus tôt. La dame de Don Quichotte, Dulcinée, au lieu d'être grande et noble, est en fait une paysanne bourrue et rustre. Cervantes reproche finalement au livre leur invraisemblance, le fait qu'il soit rempli d'histoires incohérentes et impossibles. En France, Montaigne dira de ces récits qu'ils sont, je cite, un fratras, et en 1690, Furetière, l'auteur du célèbre dictionnaire, dit que ces livres sont pour les feignants. Voltaire au XVIIIe siècle sera aussi intransigeant en expliquant qu'ils sont écrits, je cite, dans un jargon barbare, et que de toute manière ils ne peuvent pas égaler les récits de l'Antiquité. Malgré tout, on sait qu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les gens continuaient à lire les romans de chevalerie, mais on voit à travers ce rejet qu'il y a eu quand même un très grand changement de sensibilité. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que le chevalier errant revienne au goût du jour, et ça grâce à plusieurs auteurs qui vont se passionner à la fois pour le Moyen-Âge et pour les personnages errants en général. On doit à Madame de Staël dans De l'Allemagne, en 1813, d'avoir redonné un lustre à ces histoires. Elle explique que le merveilleux de ces textes l'a beaucoup séduite, et qu'elle préfère même ces textes à la littérature grecque et latine. C'est quand même pas rien. Le courant romantique se passionne pour les chevaliers errants en général, et pour plusieurs raisons faciles à comprendre. Le romantisme se caractérise par un sentiment spirituel extrêmement fort, et par une soif d'idéal très puissante, or le chevalier, comme on l'a vu, incarne l'aventure et l'idéal.
Mais aussi le 19e siècle se passionne pour l'errance, le voyage, comme on peut le voir dans un auteur comme Chateaubriand, l'exemple même de l'auteur voyageant et errant. Dans ces conditions, le chevalier errant ne pouvait qu'attirer l'attention. Victor Hugo a eu un rôle décisif également en se passionnant pour le Moyen-Âge, comme il l'a fait dans Notre-Dame de Paris, et en mettant en avant cette période dans des poèmes comme celui intitulé « Les chevaliers errants » dans son recueil « La légende des siècles ». Mais la renaissance de la chevalerie est encore plus forte au XXe siècle, et elle prend à cette époque-là une dimension vraiment populaire. Tout un ensemble de livres, de films ou encore de jeux crée une véritable mode autour des chevaliers, et cette mode est encore extrêmement présente aujourd'hui, si ce n'est plus. En France, elle a commencé après la Seconde Guerre mondiale avec des livres, comme en 1946 la publication par Noël Dufour de La jeunesse de Lancelot du Lac, et en général c'est l'univers du roi Arthur qui est mis à l'honneur, comme dans la série Kaamelott. À l'échelle mondiale, le film de Richard Thorpe en 1953, Les Chevaliers de la Table Ronde, puis le Merlin l'Enchanteur de Disney en 1963, finissent par créer un vrai phénomène mondial. En fait, le tournant se trouve surtout dans les années 70-80, où il y a une vraie explosion culturelle autour de ce sujet. Sur fond de naissance du jeu vidéo, ou même de la culture populaire de manière générale, presque tout notre amour actuel pour les chevaliers viennent de ces années-là. C'est l'époque où l'on découvre avec fascination Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs la traduction française de Francis Ledoux date de 1976. Tolkien a joué un rôle important en créant des situations purement chevaleresques, que ce soit avec le Rohan et leur maîtrise des chevaux, ou leur attribut guerrier, ou avec Aragorn qui a parfois les traits d'un chevalier errant. On va la faire courte tellement c'est évident, mais à l'origine Aragorn c'est déjà le personnage errant par excellence, le rôdeur. Ensuite pendant sa quête, il récupère une épée reforgée, et une épée avec une très forte dimension symbolique, et enfin sa quête consiste à affirmer son identité, et à montrer qu'il est l'héritier légitime du trône, et qu'il est le descendant d'Isildur. Ça fait quand même beaucoup de liens avec le chevalier errant en général, et avec tout ce qu'on a pu dire avant. Et puis il y a un contexte global, des objets magiques, des forêts, le Gondor et ses chevaliers, bref, tout ce qui définissait la chevalerie errante comme on l'a vu, et il y a même des nobles dames. C'est aussi au cours des années 80 que Donjons et Dragons connaît un véritable triomphe, et que toute une flopée de films sort, en parlant de près ou de loin de chevalerie. En dehors des références directes aux chevaliers, en fait ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est la forme même de l'aventure chevaleresque, une forme qu'on retrouve absolument partout, de Star Wars en passant par Skyrim. La structure de l'aventure chevaleresque est très visible dans Star Wars par exemple. On a tendance à oublier que les Jedi sont des chevaliers Jedi, avec des armes individualisées, et une très grande importance des duels d'homme à homme. Les épisodes du Conseil des Jedi rappellent largement la table ronde, et l'histoire insiste bien sur les droits et les devoirs du Jedi qui sont extrêmement stricts. Par ailleurs, Luke ne connaît-il pas des épreuves sur Dagobah, ne doit-il pas affronter ses démons, et n'est-il pas finalement adoubé par Maître Yoda? Anakin n'essaie-t-il pas de retrouver sa mère en finissant par la perdre, exactement comme Perceval dans le Conte du Graal? George Lucas a certes ajouté toute une influence asiatique aux Jedi, mais l'héritage de la chevalerie errante est bien là, et de manière très visible. Dans le jeu vidéo, c'est le genre du RPG au fond qui reprend le principe de la chevalerie errante, à savoir de progresser, d'évoluer et de monter en niveau au fil des exploits. Est-ce que justement c'est pas le principe même du RPG que de partir sans cesse à l'aventure avec son personnage, pour le faire évoluer, pour le faire progresser, et donc pour le faire devenir de plus en plus grand et de plus en plus fort? Sauf que justement, on a vu que le chevalier errant se définissait justement par des aventures incessantes, qu'il recommence sans cesse, pour avoir de plus en plus d'honneur. On pourrait objecter, comme on l'a dit, qu'un chevalier errant doit sans cesse repartir à l'aventure pour prouver son honneur. Pour vous en faire une idée, imaginez un jeu où votre personnage niveau 50 verrait son niveau baisser pour retomber à 0 s'il ne fait pas de quête. Ce serait une bonne image de la chevalerie errante, il faudrait alors repartir pour regagner son honneur et son expérience. Mais des jeux comme Skyrim font plus que s'inspirer de cette tradition chevaleresque, ils nous font vivre véritablement une vie de chevalier errant, ce qui est la grande force du jeu vidéo en général. Tout comme Perceval ou Gauvin, nous sommes libres dans ces jeux de simplement errer, aller dans des lieux, rentrer dans des grottes ou accomplir des quêtes. Un tel jeu, tout comme le contexte de la culture pop, montre à quel point la chevalerie errante est encore bien vivante aujourd'hui et continue encore à nous toucher. Il y a quelque chose d'assez fascinant de se dire qu'il y a plus de 800 ans, nos aïeux s'émerveillaient déjà par la voix des orateurs devant les aventures de Lancelot ou d'Yvain, comme nous aimons aujourd'hui vivre ces exploits au travers d'êtres imaginaires et numériques. Comme si l'errance de ces personnages qui nous fascinent tant était aussi un peu la nôtre, comme si nous rêvions, à travers eux, d'une aventure qui n'aurait jamais de fin.